dans ces nouvelles coordonnées satellitaires. Afrique Média, le monde, c'est nous. Afrique! Ghana Titibé, Africa Indépendance. Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver ce matin dans le cadre de votre déroge matinal spécial lancement de campagne électorale au Cameroun. On y est fort probablement. Bonjour donc à tous. Il faut le dire, ce n'est plus une question de spéculation, mais bien sûr que le Cameroun lance officiellement ce jour sa campagne électorale en vue d'ailleurs du double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain. C'est donc parti pour 2 semaines d'intenses activités politiques opposant différents candidats qui doivent alors, pour la circonstance, remuer les ménages pour séduire un électorat de plus en plus indécis. Mais si le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, a le mérite d'être présent dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales, qu'en est-il alors de ses adversaires qui peinent à franchir le cap d'un département, mettant d'ailleurs en lumière leur incapacité à mobiliser les masses, ou mieux, un manque criard de moyens financiers pourtant nécessaires pour mener une bonne campagne électorale. Aussi, l'on se demande bien, dans un contexte sécuritaire assez tendu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, et ce malgré la présence remarquable d'ailleurs des forces de l'ordre et de sécurité, quel crédit accorde-t-on à ce scrutin dont la campagne s'ouvre d'ailleurs ce samedi? Quelles sont les chances des uns et des autres pour mener une campagne digne de ce nom et à quel prix? Cette campagne électorale qui vise d'ailleurs à renouveler le Parlement camerounais et les conseils municipaux tiendra-t-elle toutes ces promesses? Autant de questions qui suscitent d'ailleurs la curiosité des citoyens camerounais qui redoutent une recrudescence des violences savamment orchestrées par les partis politiques ayant opté pour le boycott et qui veulent d'ailleurs à tout prix et à tous les prix empêcher la tenue de ce scrutin du 9 février prochain. Voilà donc l'essentiel du sommaire de ce matin. Place donc à la palabre intellectuelle. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Air Rouge de ce samedi 25 janvier de l'an des grâces 2019. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver encore ce matin dans le cadre cette fois-ci des lignes rouges. C'est une matinale, on va le dire un peu particulière avec ce lancement de la campagne électorale au Cameroun. C'est pour ce samedi même. Les différents partis en course vont d'ailleurs s'affronter sur le terrain et d'essayer d'arracher un électorat de plus en plus indécis. On parle près de plus d'une trentaine de partis politiques qui vont alors forcément se rivaliser d'adresse sur le terrain. 14 jours de campagne électorale, fort probable, on va le dire, dans un contexte aussi tendu, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où les mesures sécuritaires semblent avoir été renforcées. Ça sera forcément
Le point culminant donc de cette palabre intellectuelle ce matin, ça sera par le biais de nos panélistes, quelques-uns qui ne sont pas déjà sur le plateau central, encore moins à Yaoundé où est attendu Pierre Zambou, on va le dire, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la commune de Yaoundé 6, ici à Douala. On va le dire, Didier Yimkwa est déjà sur ce plateau. Didier, bonjour et bienvenue donc sur ce programme matinal. Bonjour M. Pépin, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je salue comme ça tous les Camerounais de la diaspora. Salut martial au président Obiang Bazoro. Dans les actions démontrent que l'Afrique n'est pas seulement l'Afrique de la famine, l'Afrique des guerres, l'Afrique de la sauvagerie, mais l'Afrique aussi un continent qui a déjà le pied dans la postmodernité. Je salue comme ça tous les militants sympathisants du Front, le Salut national pour le Cameroun, dont je suis le porte-parole pendant les 15 jours de la campagne électorale. Notre parti a décidé aujourd'hui d'instaurer la solidarité entre les Camerounais, parce que à partir de la solidarité naît la confiance. À partir de la confiance peut engendrer un certain nombre de moyens pouvant booster le développement économique local qui est aujourd'hui le substratum de notre campagne électorale. Comment faire pour que les populations interviennent, parce que ici, avec le FSNC, ce sera le principe de bottom-up, c'est-à-dire c'est la population de la commune qui va décider du modèle de vie qu'elle aura besoin. Donc nous allons servir d'interface entre l'État central et la population. Donc modestement, ce sera notre façon à nous de faire, et pendant 15 jours, nous aurons l'opportunité de dérouler notre profession de foi, dérouler notre façon de faire, dérouler nos propositions, évidemment en fonction des communes dans lesquelles nous sollicitons les suffrages des populations. Vous savez, les communes se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque commune a ses spécificités. C'est pour cela que nous avons opté pour le principe bottom-up. C'est-à-dire la solution viendra d'en bas, parce que nous avons eu le privilège de fréquenter beaucoup de communes et on a compris que les populations ont souvent en elles des solutions endogènes qui nécessitent seulement juste un cadrage. Et nous venons pas en tant que Don Quichotte, pas en tant que des solutionnistes avérés, mais nous venons en tant que participateur, parce que un développeur c'est celui qui participe, c'est celui qui encadre. C'est pour ça que le substratum de notre campagne, c'est la solidarité, c'est la confiance. Alors, il faut rappeler que vous êtes du Front pour le Salut national du Cameroun, le parti de Issa Chiroma Bakary, membre du gouvernement, parti allié au parti au pouvoir, mais qui va quand même assez. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans une élection. Le double scrutin du 2 février, c'est une élection essentiellement contestataire-protestataire. C'est ça l'identité des élections locales. Et nous avons, vous savez, Monsieur Pépin, la politique, c'est un jeu de rapport de force. Et c'est pas un délit de s'associer avec un parti avec lequel vous pouvez aller très loin. Mais lorsqu'il s'agit des élections locales, lorsqu'il s'agit des élections de base, chacun y va de ses forces, de ses qualités, de ses faiblesses. Donc ici, il ne faut pas parler de l'alliance avec le RDPC qui n'est même pas formel. Ici, nous allons discuter avec les populations, parce que ce qui nous intéresse, c'est le bien-être et c'est la liberté de ces populations pour lesquelles nous sollicitons les suffrages. Alors, il faut rappeler que plus de 235 listes s'affrontent d'ailleurs pour ces élections législatives du 9 février prochain. Et pour ce qui est des élections municipales, un peu plus de 660 listes vont s'affronter, donc reparties entre, on peut dire entre 35 partis. Et si tu me permets, pour ne pas t'interrompre, le ministre Issa Chiroma, qui est le président national du FSNC, est le seul membre du gouvernement qui est candidat aux législatives à Bénin-Ouest. Il faut le dire, les gens ne comprennent pas, c'est un politicien de métier, c'est un politicien professionnel et aux grands hommes, des grands risques.
Merci donc pour cette publicité faite envers le ministre Issa Chiroma Bakari, l'inamovible ministre devenu ministre du Travail. Et je crois, ministre du Travail, ministre de la formation professionnelle, je crois, et de l'emploi professionnel. Tout à fait. Il n'est pas quand même inamovible, il a été ministre de la Communication. C'est vrai que 10 ans de ministre de la Communication et de l'avis même de vos confrères, je ne suis pas journaliste, il serait l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur ministre de la Communication du renouveau. En tout cas, nous vous le concédons. Merci à vous, Didier Yimkwa, pour ce premier action. On le rappelait, un peu plus de 660 listes vont donc s'affronter pour ces élections municipales. 35 partis politiques sont d'ailleurs en liste, on va le dire. Alors, disons, on va également permettre à nos téléspectateurs de réagir tout au long de ce programme quand il s'agit là d'un espace libre où chacun peut apporter sa contribution, notamment sur le regard de cette campagne qui se lance aujourd'hui et bel et bien la tenue du scrutin du 9 février prochain dans un contexte, on va le dire, politique assez tendu au Cameroun. Mais la campagne qui s'ouvre alors ces jours, peut-elle avoir une coloration autre que celle qu'on a vécue dans les années antérieures? Écoutez, vous savez, on ne peut pas quand même ignorer ce message de boycott. Vraiment, il faut être sincère, il ne faut pas être hypocrite parce que l'une des qualités d'un homme politique, c'est aussi ça, reconnaître la force et la faiblesse des vis-à-vis, parce que nous sommes des Camerounais, nous ne sommes pas des ennemis. Et le boycott, c'est un message. C'est un message qu'il faut décrypter. Mais nous sommes contre le boycott actif. Parce que le boycott actif, c'est l'appel à l'insurrection. Le boycott actif, de façon prosaïque, de façon élémentaire, c'est empêcher violemment un Camerounais en a de voter, d'aller souscrire à un devoir civique. C'est ça le boycott actif. Mais le boycott simple, c'est un choix. Ou passif. Ou passif, c'est un choix. Et chaque parti est libre de choisir le boycott. Bon, sauf que lorsque vous épluchez page après page le code électoral, le boycott ou le taux de participation, fut-il le plus faible, ne peut pas annuler ou bien inhiber le processus du vote, le scrutin, que vous le voulez ou pas. Donc moi je pense que si je fais mienne l'une des réflexions de M. André Fouda, l'un des patriarches de l'indépendance du Cameroun, il disait ceci: mes enfants, lorsqu'il est arrivé le temps de décider de l'histoire d'un pays, il vaut mieux être dans la maison que d'être à la fenêtre. Vous savez, je me rappelle encore de l'histoire, parce que l'histoire est pouvoir d'argument. En mars 1992, au sorti de la tripartite, on sait que des partis, grands partis comme l'UDC, le SDF, quelques-uns ont boycotté les premières élections multipartites en 92. Et puis, contre toute attente, évidemment, c'est l'opposition qui avait gagné ces élections-là. Je crois l'UNDP avait 68 députés, l'UPC 18, le MNDEC 6, et puis je crois l'opposition était majoritaire. Bon, malheureusement, pour des raisons d'ego, le MDR a rejoint le RDPC pour lui donner une majorité absolue, et voilà comment la cohabitation nous a échappé. Et j'imagine que si le RDF était allé aux élections à l'époque, le RDF était au sommet de sa popularité, je suis convaincu que le RDPC n'aurait pas eu la majorité absolue et ce serait le tournant de la vie politique au Cameroun. Mais hélas, donc il ne faut pas, la politique de la chaise vide, ça a tout démontré que ça ne paye jamais. Alors nous allons ouvrir la réflexion tout de suite également à nos téléspectateurs, puisque nous y sommes déjà dans cette thématique. On va recevoir dans ce maillot jaune ce matin, c'est le pasteur Soa qui nous appelle depuis le Ghana. Bonjour mon révérend et bienvenue dans ce plateau. Ah, merci. Bonjour mon frère Raoul Pépin, Bena. Que la grande Dieu soit avec toi ce matin. Merci. Je salue ton invité qui est très bien habillé, un habillement africain.
vraiment que la grâce de Dieu soit avec lui aussi. Raoul Pépin, je pense que le sujet est important. Moi, je vais simplement dire qu'il faudrait que les opposants camerounais soient vraiment conséquents avec eux-mêmes. Parce que les élections passées, ils ont tout dit de Paul Biya que non, ce n'était pas crédible. Et je pense qu'à ces élections, ils devraient plutôt montrer réellement qu'ils sont majoritaires et qu'ils sont quand même des partis quand même implantés un peu partout au Cameroun. Non, lorsque il parle de contestation, ou bien qu'ils contestent la campagne électorale, c'est-à-dire législative et municipale, c'est vraiment pas bien parce que ça ne pourra pas également apporter la paix au Cameroun. Alors que l'année prochaine, 2021, la grande coupe, la fête africaine, la Coupe d'Afrique sera plutôt organisée au Cameroun. Donc, il doit plutôt poser des pas en faveur de eux-mêmes les pays, de sorte que le monde entier puisse quand même voir l'image du Cameroun. Mais si déjà, pour les élections municipales et législatives, déjà vous contestez. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que l'opposition veut exactement de eux-mêmes les propres pays. Parce qu'on ne comprend pas. Vous voyez? Donc, il faudrait que l'opposition camerounaise plutôt soit conséquente avec elle-même. Et je pense que, et à partir de cela, on parlait également de la démocratie, parce que s'il n'y avait pas de démocratie au Cameroun, il n'y avait pas de libre expression. On ne peut pas parler d'Afrique Média, on ne peut pas parler de toutes les chaînes de télévision politiques au Cameroun. Ce qui n'est pas encore du dans les autres pays. C'est le seul pays francophone où il y a la libre expression, où il y a plusieurs chaînes de télévision privées qui... Et on peut même citer le chef de l'État, on peut le critiquer et il n'y a pas de problème. Donc, nous voulons dire au peuple camerounais également de revenir en eux-mêmes et de mettre à ceux d'autres dans les vins, de sorte que tout ce qui est en train de se passer là-bas, qu'ils montrent vraiment aux yeux du monde entier qu'ils sont vraiment un peuple intellectuel, un peuple instruit, un peuple cultivé en politique, un peuple révolutionnaire, un peuple vraiment qui a libéré. Je peux même dire que l'Afrique, à partir du Cameroun, toute l'Afrique a train d'être libérée. Parce que quand on rentre dans l'histoire du Cameroun, effectivement, nous sommes beaucoup instruits sur la politique et la politique, comment dirais, néocoloniale. À partir des états de Ouyombe, des Moumiers, de tout ça, ça nous enseigne beaucoup de choses. Donc, ce peuple-là, nous on a dit que c'est cette campagne qui sera lancée d'ici peu de temps. Il faudrait que l'opposition plutôt puisse s'engager via la paix. Et que le côté est-ouest du Cameroun aussi s'engage aussi pour faire les élections, pour que les enfants de là-bas puissent aller à l'école. Et que les femmes enceintes de là-bas soient aussi en bonne santé. Et que la vie prenne réellement sur tout le plan du Cameroun, sur tout le territoire du Cameroun. Et c'est ça. Donc nous, en tant que pasteurs panafricains, c'est les conseils que nous pouvons donner également au peuple camerounais pour les dire que logiquement, démontrer vraiment nous que vous êtes vraiment un peu démocratique et un peu instruit et un peu vraiment béni de Dieu. Donc Raoul Pépin, c'est ce que je voulais dire ce matin. Je voulais saluer également mon ami Ambou d'Angleterre, saluer Maman Kebili, Ange qui est ici avec nous, et saluer également mon frère Marc depuis la France, sans oublier à Torawana, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous avez les salutations de Carole depuis sa position. Merci. Merci à vous, revenant pasteur Soa. Vous nous appelez depuis le Ghana, fidèle téléspectateur d'Afrique Média. Alors, Didier Impoire, il y a quand même tout ce qui entoure cette campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui. D'ailleurs, il y a eu ces menaces de boycott, mais qui se sont enclenchées avec quelques menaces de violence. Est-ce que vous voyez dans un contexte actuel, la campagne peut-elle se dérouler avec beaucoup de sérénité, malgré le déploiement de ces forces de l'ordre? Pépin, c'est notre souhait. On ne peut pas faire fi ou bien faire du déni, refuser de croire que le Cameroun, dans son entièreté, est en paix. Mais voyez-vous, une élection est un instrument de construction de paix. Parce que la guerre qu'on nous a imposée est une guerre asymétrique, c'est une rébellion qui ne résout pas les problèmes légitimement acceptables. On ne peut pas nier que les problèmes posés par nos frères outre Mungo
ne sont pas réels, mais nous refusons quand même la manière, le modus operandi. On ne peut pas quand même faire la guerre alors qu'on sait que le pouvoir de Yaoundé, l'hégémon central au prince, parlant du président Biya, a quand même concédé un espace assez important à ses compatriotes du nord-ouest, sud-ouest. Lors du grand débat national et même dans le code général des collectivités territoriales décentralisées, cet aspect spécifique réservé au nord et sud-ouest, c'est quand même une avancée considérable. Moi, je pense que lorsque vous demandez le corps, on vous donne le bras, on vous donne la tête, il faut l'accepter, et sachant que le processus, sachant que le développement la liberté est un processus, est une construction progressive, vous comprenez. Parce que moi j'ai l'impression qu'on a en face des jusqu'au-boutistes, on a en face des extrémistes. Or l'extrémisme n'a jamais payé. L'extrémisme est contre-productif. C'est pour cela que le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, en tant que celui-là qui a été élu pour protéger les biens, pour protéger les Camerounais, pour protéger l'entier territoire du Cameroun, a autorité de dire qu'il y aura élection. Et qu'en face, ceux-là qui voudraient, qui ne comprennent que le langage de la guerre, on va leur faire la guerre, malheureusement. Vous comprenez. Moi, je pense que depuis presque 4 ans aujourd'hui, depuis le déclenchement de ce conflit armé, je crois que l'État a fait beaucoup de choses. L'État a concédé à ses compatriotes-là beaucoup de choses. Il ne faut pas les citer aujourd'hui. Au départ, c'était un problème de traduction des terres de Ouada, ça a été fait. C'était un problème de fonctionnaires francophones qu'on envoyait au nord-ouest. Ils parlaient de marginalisation, ils parlaient de stigmatisation. Mais il y a eu des recrutements massifs des Camerounais originaires de ce côté-là. On a même créé tout un département de common law à l'ENAM. Donc on peut citer, on ne peut pas citer quoi. Moi je pense que il y a des gens qui ont déclenché de cette guerre tout simplement parce qu'ils avaient un agenda caché. Parce que, voyez-vous, c'est vrai que l'histoire démontre que il y a quand même le nord et le sud-ouest sont deux régions qui ont connu un modèle de déploiement très très différent, un modèle de gouvernance très différent du Cameroun oriental. C'est vrai, c'était une colonisation anglophone avec Landare Roll, on le connaît. Comme moi j'ai fait un tour à Kaélé pendant que je travaillais sur le plan de développement communal de Kaélé, je me suis rendu compte qu'en 62, le maire de Kaélé était un certain Amadou Ali, il était en même temps sous-préfet. Alors qu'au même moment, dans le nord et sud-ouest, le maire était élu, vous comprenez. Donc ça, c'est l'héritage colonial. Et il ne faut pas aussi oublier que le Cameroun est un compromis colonial. Il faut en tenir compte. C'est pour cela que dans le cadre, dans la spécificité de ces deux régions-là, on en tient compte. Si vous regardez, par exemple, Pépin, la constitution du Cameroun fédéral de 1961, vous comprenez que... Permettez-moi de vous couper un peu. On va prendre ces téléspectateurs qui attendent depuis très longtemps déjà. Jules, bonjour. Vous nous appelez depuis le Cameroun. Je voudrais rappeler à notre... que nous sommes toujours des esclaves et que nous devons nous libérer, et cela par tous les moyens. Bonjour aux indépendantistes africains, bonjour aux créateurs du franc des colonies françaises d'Afrique, monnaie qui permet de maintenir mon peuple et c'est toujours dirigé en esclavage. Alors, pour ce qui concerne les élections au Cameroun, vous rappelez-vous, il y a quelques mois, je disais à tous les opposants, on me disait quand tu es un grand juriste, il connaît le droit. J'ai dit qu'il connaît peut-être le droit, la justice, tout ça, mais c'est parce que c'est que la justice. Je lui avais demandé à l'époque que personne ne doit aller à une élection au Cameroun, pour plusieurs raisons. On ne peut pas faire une élection quand nos enfants s'entretuent. Nos enfants s'entretuent à l'extrême nord. Nos enfants s'entretuent dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas aller à une élection alors que notre pays n'est pas libre. L'ONU a placé notre pays sous tutelle française. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans notre pays. Donc, aller à une élection, c'est dire que nous sommes globalement d'accord avec le choix de l'ONU.
Aller à une élection, ça veut dire que nous sommes globalement d'accord avec le fait que nos enfants s'entretuent sur la terre de nos ancêtres. Aller à une élection, c'est dire que nous sommes globalement d'accord avec les choix économiques effectués par la France pour notre pays. Ne pas y aller, c'est dire non à tout cela. Donc, il est important qu'on fasse les réformes politiques dans notre pays. En toutes circonstances, le Dieu suprême, c'est-à-dire le peuple camerounais, doit avoir le dernier mot. Il y a un homme dans ce pays, qu'on ne va pas citer, qui préfère passer 6 mois à l'étranger, dans un pays étranger. Il s'assoit, il dort, il a fait de belles maisons là-bas. Quand on lui dit n'y va même pas, il dit que non, il part. On lui dit les Camerounais vont aller t'insulter, te lancer les cailloux, il dit qu'il part là-bas, qu'il aime tout le pays. Dans ce pays-là, ce que je propose aux Camerounais, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas venir dire qu'il va faire la guerre avec la France parce qu'il est président de la Suisse. Non, 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 non. On te dit que, mais qui t'a dit d'aller dire ça là-bas? Tu quittes Cameroun, tu vas à l'étranger, tu dis que tu vas faire la guerre. Qui t'a envoyé? Quand tu reviens, on demande aux Camerounais qu'est-ce que vous pensez de ce choix. Si on dit oui, on y va. Si on dit non, on lui dit va faire de la guerre seul avec tes enfants. Donc, un individu seul ne peut pas décider. La preuve, c'est que depuis les années 60 que ça existe dans notre pays, où en sommes-nous? On s'entretue partout. On fait le tribalisme partout. Tous les gens qui sont dans les ministères, ce n'est que tribalisme. Mais le peuple camerounais n'est pas dans cette histoire. Donc je dis, le président Paul Biya, qui est un homme, qui est un visionnaire pour moi, a dit non-ingérence. Qu'est-ce qu'on a gagné à ce qu'un homme soit député au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a gagné depuis qu'il y a des députés camerounais à l'Assemblée nationale? Donc, si vous ne regardez pas ça vraiment, vous allez dans la brousse. Donc il faut qu'on s'asseye. D'abord les réformes politiques. Amnistie générale pour tous les crimes commis par les autochtones et les descendants pendant la tutelle française de notre pays. C'est important. Dans une prison, les gens se débrouillent pour survivre. Armée, nation, chaque citoyen doit être capable de défendre sa maison. Si on ne fait pas cela, on va aller dans quelque chose de terrible. Donc il est important que de façon douce, le peuple, c'est-à-dire le Dieu suprême, décide de ne pas contribuer à tous les crimes organisés par l'ONU et la France dans notre pays. Voter, c'est dire que je suis d'accord avec ces gens. Ne pas voter, c'est dire non. Quand on s'assied d'abord, on parle de notre pays. La constitution camerounaise n'a pas été écrite par des Camerounais. C'est terrible. Comment vous pouvez avancer avec une constitution écrite par des individus qui étaient hostiles à notre peuple? Ça ne va pas. Donc il faut qu'on parle de notre constitution, qu'on arrange les choses, et puis après on va aux élections. C'est normal, c'est le bon sens. Sinon, tout ce qui va se passer, c'est seulement pour nous enfoncer davantage. Et celui qui ne comprend pas ça vraiment, je ne sais pas. Et vous regardez Kamto. Kamto disait qu'il était un grand juge. Il dit que tu ne sais pas ce que c'est que la justice. Dans notre pays, la Cour suprême rend des décisions qui ne sont pas appliquées. On m'a expliqué que non, il connaît le droit, il était vice-ministre de la justice. Ça a fini où? Il a passé des mois en prison. Vous comprenez? Donc il faut qu'on arrange notre pays d'abord. Donc pour moi, je pense que la décision sage, c'est de ne pas y aller. Que nos ancêtres baissent tous ceux qui se battent pour notre peuple. Je vous remercie. Didier Boukoua, je pense plutôt qu'il était encore temps d'arrêter cette élection, d'autant plus que selon lui, il y a des régions où il y a en compte des morts. Va-t-on marcher sur ces morts pour aller à une élection électorale? Mais il faut rappeler qu'elle a déjà été reportée par 2 fois de suite. Alors, est-ce que cette argumentation, quand même, ne porte pas un certain intérêt, d'autant plus qu'on sait quand même qu'on est dans un climat plus ou moins de tension où certains risquent de ne pas aller voter parce qu'ils ont peur de la vie? Non, il y a beaucoup de contradictions dans son argumentaire. Un coup, il parle de la Constitution, un coup, il demande des réformes. On va faire des réformes dans la rue? Il voudrait qu'on mette les institutions entre parenthèses et qu'on aille faire les réformes dans la rue? Des réformes qui ne seront ni légitimes ni légales? Non, le Cameroun n'est pas un pays anormique. Et ce n'est pas une société d'anarchie. Vous comprenez? Il y a quand même des institutions qui existent. C'est dans le cadre de ces institutions-là qu'il faut faire des réformes. Ces élections ont été reportées 2 fois. Continuellement, on ne va pas les reporter. Parce que si on ne va pas aux élections aujourd'hui, on va vers une crise institutionnelle. Vous comprenez? Qui peut engendrer une crise insurrectionnelle? C'est ça qu'ils veulent. Tous ceux qui demandent aujourd'hui de ne pas aller aux élections, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent un soulèvement populaire. Ils recherchent l'insurrection. Mais on leur dit non. Est-ce
que les élections du 9 février empêchent les réformes? Loin s'en faut, vous comprenez. Et je vais vous dire ici, Pépin, et aux téléspectateurs, ceux qui sont absents, qui seront absents au double scrutin du février 2020, regretteront toute leur vie. Parce que ce sera l'Assemblée nationale qui va... Je vais vous dire, l'Assemblée nationale, la représentation nationale qui prendra la coloration de ces élections, ce sera une assemblée des réformes profondes. Soyez-en sûrs. Vous savez, lorsqu'on parle de la politique au Cameroun aujourd'hui, il ne faut pas ignorer l'après-Biya. Le président Biya a 86 ans, monsieur. C'est son après, c'est l'après-Biya qui se dessine. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Si, en faisant une analyse, les analyses politologiques, vous ignorez ce contexte, vous ignorez que nous sommes dans un contexte que l'hégémon central a quand même à 86 ans, qui est en train de sortir de façon chevaleresque du champ politique, vous risquez de biaiser votre argumentaire. Donc, je pense que le président Biya se rappelle encore d'une interview qu'il avait accordée à votre confrère Yves Mourouzi, père à son âme, qui n'est plus là aujourd'hui, qu'il voudrait que les Camerounais gardent de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Même si on court aujourd'hui après la prospérité, on ne peut pas dire que la démocratie n'est pas actée au Cameroun. On peut parler parce que... Même si elle chevauche. Même si elle chevauche, mais il y a quand même la liberté d'expression. On peut parler du président de la République aujourd'hui. Les gens même l'insultent. Je me rappelle ce que disait Madame Foni. Je crois que hier c'était l'anniversaire de sa mort. Je salue encore l'âme de cette grande dame. C'est elle qui disait chaque fois que le chef d'État camerounais était le président le plus insulté dans le monde. Mais vous, excepté peut-être un procès, celui de Célestin Monga et Pinyawe à l'époque pour une lettre ouverte, je ne suis pas sûr que... et même là, ce procès-là, il avait été... le président Biya, on l'avait rebooté, c'est ça le mot. Je ne pense pas que le chef de l'État, le président Biya, un jour a traîné quelqu'un autre devant les palais de justice parce qu'il a insulté, vous comprenez. Donc, la liberté d'expression est réelle au Cameroun. Donc, je peux dire qu'on ne peut pas, dans un pays où les institutions fonctionnent normalement, demander qu'on les mette entre parenthèses pour aller faire les réformes. On va les faire où? Ça me rappelle cette histoire de conférence nationale souveraine où, à l'époque où les défenseurs demandaient qu'on mette tout entre parenthèses pour que les gens aillent s'asseoir soit au palais de congrès, soit au palais de sport pour décider de l'avenir de ce pays. Pour quelle légitimité? Bon, moi je pense qu'il faudrait que les gens soient sérieux. On n'a jamais dit que le Cameroun était un paradis. On n'a jamais dit qu'il y avait des problèmes. Bon, lui, il demande par exemple ce que les élections ont apporté. Il peut me dire ce que les élections n'ont pas apporté. Est-ce qu'il peut me le dire? Donc moi, je pense qu'il faut sortir de cette contradiction-là. Il faut sortir de cette posture extrémiste. Vous comprenez? Je crois que c'est un processus. La constitution de notre pays est un processus. Et que chaque Camerounais a sa part de pied à apporter à l'édification. Voyez-vous, moi j'ai remarqué quelque chose hier ou avant-hier. Je suis passé dans deux agences Eleka. J'ai trouvé des cartes d'électeurs qui n'étaient pas retirées. Or, vous verrez que c'est les mêmes qui sont dans les radios, sur les réseaux sociaux, en train de critiquer. Mais les Camerounais doivent cesser d'être des voyageurs clandestins. Vous comprenez? Attendre le changement des autres. C'est pas digne, comme disait le président Aïdio. Il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tous les autres. Le changement doit être global, holistique. C'est l'affaire de tout le monde. Les gens ne doivent pas s'asseoir chez eux et le jour des élections, ils ne partent pas parce que dans leur tête, ils ont déjà des clichés. Tel va perdre, tel va gagner. Mais on ne sait jamais d'où viendra la révolution. Encore que les yeux dans la vérité. Voilà. Alors, Didier Boukoua, c'est quand même une élection législative et municipale. Il va falloir renouveler les 180 députés du Parlement. Les 360 communes vont certainement connaître les quelques bouleversements à la tête de ces communes. Alors, mais il s'agit davantage aussi d'une question de expliquer le fait que les populations délibérément, quelques-uns refusent d'aller dans les destin. Est-ce que c'est une immaturité politique
ou tout simplement un contexte qui ne permet pas à ce que la sérénité y soit? Je crois que c'est le découragement. Il y a d'abord le découragement. Ensuite, il y a un discours des acteurs politiques qui n'encouragent pas les populations à prendre leur destin en main. Bon, quand je parle de découragement, je peux me fixer des grandes dates. Voyez-vous, pour ceux qui ont vécu le Cameroun des années 90, je ne voudrais pas parler des années 60, parce que il y a un discours qui voudrait faire croire que les Camerounais ne sont pas mûrs politiquement. Non, c'est faux. Vous comprenez. En Afrique, l'Algérie et le Cameroun sont les deux pays qui ont eu l'indépendance par le sang. Vous comprenez. À la seule différence que en Algérie, ceux qui ont combattu pour cette indépendance l'ont eu. Contrairement au Cameroun, ceux qui ont eu à gérer l'indépendance ne sont pas ceux qui sont battus pour. Voilà la différence. Mais les deux pays ont connu une lutte armée, des conflits armés, trop de sang pour leur indépendance. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un problème peut-être d'immaturité politique. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui un problème de culture politique pour ceux qui sont nés peut-être des années 80. Mais ceci est douché par un discours politique qui est matiné de soumission. Vous comprenez? On est dans un pays où, lorsque vous êtes un leader de l'opposition, si vous discutez avec un haut cadre du RDPC, on vous traite on vous traite de vendu, on vous traite d'acheter. Et ce type de discours n'est pas à mesure de fédérer les forces. Vous comprenez? Il y a aussi un découragement. Tout à l'heure, je parlais du découragement progressif. Parce que, voyez-vous, dans les années 90, le changement politique au Cameroun est venu des universités, de l'université du Cameroun. Parce que quand on parle du code ou bien de la base aujourd'hui en France, on oublie que les vrais leaders sont généralement les leaders des parlements estudiantins qui ont été chassés, j'utilise bien le mot, qui ont été chassés de l'université à l'époque par le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, c'était le professeur Titus Edouard, tout simplement parce que ces jeunes étudiants demandaient un peu plus de liberté. Et c'est eux aujourd'hui qui sont un peu tapis en Europe, qui encadrent la brigade anti-Sardina et même avant cela le code. Ce sont généralement ces leaders-là. Donc à l'époque, on parlait du Parlement neuf. Parlement neuf, voilà, c'est pour dire qu'il y a eu une bataille. Mais sauf que, parce que j'ai lu l'interview d'un des leaders estudiantins à l'époque, Saint-Photocam, pendant que lui il était en prison, parce que c'est eux qui déclenchent le mouvement, la Renaissance, ceux qui déclenchent le mouvement des revendications politiques à l'époque, pendant que lui il est en prison, il y a la coordination des partis politiques qui décident d'aller aux élections. Malgré même la décision sortie de la tripartite de 91. Il a été décidé à la tripartite de 91 qu'il n'y aura pas des élections s'il n'y a pas une deuxième tripartite. Vous comprenez? Mais les gens sont quand même allés aux élections. Et après les élections de 92, malgré le fait qu'il y avait une décision qui voulait que sans tripartite numéro 2, il n'y a pas d'élection, les gens sont partis aux élections de 92, boycottés par l'UDC et le RDF. Lorsque ces leaders se rendent compte que l'opposition avait la majorité, par leur ego, ils sont quand même allés aux élections présidentielles, sachant très bien que c'était une élection à un tour et que celui qui vient même avec 20% de suffrages exprimés pouvait être président. C'est pour cela qu'en octobre 92, le président Biya gagne les élections présidentielles multiparties à l'époque avec moins de 40%. Mais il est quand même chef de l'État. Or, cela a douché quand même la revendication des jeunes, des étudiants à l'époque. Ça a été vraiment presque un échec des forces alternatives du Cameroun. Et voilà d'où commence le découragement progressif. Or, beaucoup d'acteurs politiques, parce que moi je suis parmi, il faut l'accepter, nous avons passé le temps à ne pas éduquer les populations, vous comprenez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez-vous, même dans les processus ou bien d'investiture des candidats ou bien de classement sur les listes de candidatures, c'est un flou total, vous comprenez. On ne sait pas, généralement les partis politiques évitent
les élections primaires, beaucoup préfèrent les investitures parce que à tout moment, même un voyou, celui qui a de l'argent ou bien par des pressions à gauche et à droite, peuvent se retrouver députés au conseil municipal. Parce qu'à la base, il y a un déficit de culture politique. Donc moi je pense que lorsque une population est politiquement cultivée, elle sait à qui elle peut donner sa voix pour une élection. Alors, donc le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus cette éducation politique, la culture politique qui malheureusement manque de substance. Alors Didier Mouka, entrons un peu dans le vif de cette campagne électorale. Il faut dire, hein, le lancement c'est pour tout à l'heure dans plusieurs quartiers. Ça a commencé à minuit. On va le dire dans plusieurs quartiers généraux. Le vote, certainement aussi, c'est tout à l'heure votre lancement. Oui, c'est à Garoua. Alors, Didier Mouka, restons un peu dans ce contexte pour regarder un peu l'attitude de la jeunesse camerounaise. Les jeunes, forcément, ont été interpellés à maintes reprises de venir à cette élection. Est-ce que la configuration des listes actuelles, vous qui avez quand même eu vent de quelques listes, peut donner un certain espoir à une jeunesse qui ressent peu à peu des libérations pour se retrouver quand même au premier plan politique? Je crois on a des partis, on a, je crois, 2 ou 3 partis politiques actuellement dont les leaders sont les jeunes. Avant que vous répondiez à cette question, prenons cet téléspectateur qui nous attend depuis fort longtemps. Il appelle depuis l'Allemagne. Il s'appelle Patrick, vous nous appelez depuis l'Allemagne. Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Ligne Rouge. Bonjour à toi, mon cher René. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonjour standardiste et technicien, ces braves hommes et femmes. Du courage à vous en passant. Et bien sûr, un bonjour à monsieur Didier Mouka sur votre plateau et principal panéliste puisque je prends l'émission en cours. Alors, mon cher frère, concernant les municipales et législatives qui font partie effectivement de la vie même politique de tout État, je suis foncièrement pour qu'on aille aux élections dans tout pays qui, d'une manière ou d'une autre, veut une transformation véritable de ceux qui auront du moins les sphères du pouvoir décisionnel au niveau des localités. Ce qui me gêne simplement au niveau du Cameroun, c'est que il y a, voyez-vous, M. Imkwa a dit tout à l'heure que les Camerounais manquent une culture politique, mais je dirais qu'il ne faudrait pas que M. Imkwa fasse croire à certains Camerounais ou voire même Africains que le niveau d'éducation politique de l'époque pré- et post-indépendance au Cameroun, avec nos pères qui sont tombés pour la liberté du Cameroun, est le même qu'aujourd'hui. J'ai dit c'est archi faux. Depuis l'avènement en 82 de M. Biya, tout ce que vous appelez Agora et Parlement, qu'on a connu foncièrement en Côte d'Ivoire et de manière forte sous le règne de Gbagbo, et qui a permis effectivement une émergence d'une classe jeune solidement éduquée politiquement, avec sous le régime de M. Biya, tout ça a disparu, laissant ainsi toute une jeunesse aussi en proie à tout ce clientélisme, toute cette corruption où on parle aujourd'hui de sardines, tout ça vient parce qu'on a cassé dès la base cette émancipation, cette liberté-là à parler du politique. Surtout quand le chef d'État est venu vous dire à un moment donné la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, comme ça pour abrutir encore davantage. Mais heureusement, certains ne sont pas tombés dans ce piège-là. Mais malheureusement, force est de constater avec études scientifiques, parce qu'il faut bien qu'on parle de science à un moment donné, scientifiques que vous pouvez retrouver partout sur la toile, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse est beaucoup plus mature politiquement qu'au niveau de la zone CEMAC. Ce sont les études scientifiques, je peux vous citer plusieurs, mais je dis chacun a la possibilité de le regarder sur la toile. Aujourd'hui, c'est disponible. Donc, pourquoi? Parce que là-bas, au moins, malgré le CFA, malgré la tête des serviteurs de la France, il y a un minimum de liberté d'expression, surtout dans le cadre des marches civiles, des marches syndicales et autres. On autorise dans plusieurs pays là-bas, mais dans la zone CEMAC, c'est devenu quasiment un tabou.
C'est-à-dire quand on ne peut pas s'exprimer, ne peut pas marcher pour certaines choses, c'est difficile. Vous aurez beau donner tout le bonheur et l'or aux êtres humains, à un peuple, mais quand il ne peut pas s'exprimer, et je ne veux pas dire le bavardage des chaînes de télévision, des plateaux, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. J'ai dit l'expression de manifestation sur le terrain encadrée par les forces de l'ordre, parce qu'ils sont payés pour ça. Tant que tous ces mécanismes ne sont pas mis en place, ce sera difficile. Mais parlant des législatives et municipales, nous avons, municipales et législatives, autant pour moi, nous savons une chose. C'est pour cela que je reviens parce que le contexte est extrêmement mauvais et je dis personnellement, je suis contre ces élections-là, la tenue du moins, dans le contexte camerounais actuel, d'insécurité et tout ce qui va avec. Parce que voyez-vous, au niveau du Cameroun, on demande, je pose surtout la question de savoir, depuis que certains partis sont au Parlement et on sait comment on partage le système en place, partage les postes, les places. Depuis qu'ils sont là au Parlement, ils ont déjà, les députés ont déjà fait quoi qui a changé, impacté sur la vie sociale des Camerounais? Jamais, parce qu'ils ne sont pas majoritaires, ils sont extrêmement minoritaires et le système s'arrange, le système au pouvoir s'arrange à ce qu'ils soient minoritaires. Donc si on ne toilette pas tous ces éléments comme le code électoral et tout ça dès le départ avant d'y aller, et pour le faire, le système en place ne le fera pas de bon cœur, il faudra une pression populaire sur le terrain, il faudra un rapport de force de taille pour les amener à toiletter ce code électoral et qu'on aille vraiment dans une quasi-transparence. Il n'y aura jamais de transparence 100%, mais une quasi-transparence. Sans ça, on aura des gens qui accompagnent des ministres, des premiers ministres et des présidents de partis, et ils disent qu'ils sont dans la démocratie, ils donnent des documents d'amélioration, on les filme avec les premiers ministres et tout ça là. Tout ça, ces gens, on les connaît, ils vont prendre ça, mettre dans le tiroir et on va avancer comme hier. Donc, moi, je dis dans le contexte actuel sécuritaire, dans le nozo et autres, je ne suis personnellement pas pour les élections à ce moment-ci. Il faut absolument pacifier non seulement le pays et aussi, bien sûr, le code électoral et tout ça toiletté afin de rendre les gens plus sereins. Parce que le manque de confiance vient aussi de tous les antécédents de ce régime, malheureusement, qui ont pesé jusqu'au Cameroun actuellement. Pour finir, j'aimerais savoir, permettez-moi un peu du hors-jeu, où se trouve la deuxième personnalité du Cameroun. C'est une question à 1 million d'euros, parce que franchement, c'est très grave. Avec tous les événements importants qui sont passés, il n'est pas là. On se pose aussi des questions, parce que c'est légitime de se poser ces questions. Merci et bonne continuité. En avant, déjà, bon courage. Merci à vous, Patrick. On va en Côte d'Ivoire, où nous attend Kofi. Kofi, bonjour et bienvenue sur le plateau de Nuit Rouge. Bonjour, monsieur. Bonjour, Afrique Média. Bonjour à vos invités. Je voulais dire merci au président Paul Biya. Je voulais dire merci au président Paul Biya parce que grâce à lui aujourd'hui, il y a une télévision qui parle à tous les Africains. Donc je pense que son éducation qu'il donne à la jeunesse et sa formation politique qu'il donne à la jeunesse est plus importante que l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, quand le président Gbagbo était là, il y avait une télévision qu'on appelle Raison d'État. Et puis il y avait le Parlement aussi. Après après que Paul Biya a enseigné la politique aux Africains, c'est le président Gbagbo qui a pris le relais pour enseigner encore la politique aux Africains, à la jeunesse. Donc aujourd'hui, Gbagbo n'est plus président. Merci au président Laurent Gbagbo, merci aussi au président Paul Biya. Parce que grâce, dans quelle planète, monsieur Kwangé, dans quelle planète tu vois, il y a une télévision qui peut être dans un pays, dans le même pays, là, insulter le président de ce pays-là, et puis la télévision ne serait pas fermée. Hein? Même si on n'aime pas Paul Biya, reconnaître ce qu'il fait pour le monde aujourd'hui, la planète, grâce à Paul Biya aujourd'hui, les présidents actuels vivent. Sans Paul Biya aujourd'hui, les 6 présidents de l'Afrique centrale, ils seraient été tous tués. Même en Afrique de l'Ouest ici là, celui qui les prépare, comment on appelle le président burkinabé, sans Afrique Média, il aurait été tué depuis fort longtemps. Donc moi, je ne voulais pas, comment on appelle, parler des élections municipales, mais je voulais dire merci à Paul Biya qui a permis aujourd'hui que tout le monde puisse parler et puis tout le monde puisse aussi savoir ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Grâce à Afrique Média, parce que c'est son bravoure. C'est lui qui a accepté que Afrique Média soit au Cameroun, avec la liberté totale, avec l'indépendance totale pour pouvoir parler des crimes des Occidentaux sur
les Africains, le vol de la France, Afrique Média nous a enseigné aujourd'hui que la France nous volait depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique Média est venue nous dire, et moi je crois, que depuis les premiers présidents africains qui ont été tués par la France, c'est l'Afrique Média qui nous enseigne tout cela. Si Paul Biya n'était pas vraiment un politicien, vraiment quelqu'un qui aime les Africains, depuis on a fermé l'Afrique Média et on a tué Paul Biya lui-même. Donc je dis merci au président Paul Biya pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour les Africains et la jeunesse. Merci beaucoup Afrique Média. Merci à vos invités qui apporté, qui nous enseignent. Vraiment lui, quand il nous enseigne, on sait qu'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire, qui attend de transmettre ça à la jeunesse. Merci, monsieur. Votre nom m'échappe, mais merci beaucoup. Merci ce matin. Merci d'avoir quitté votre domicile et venir enseigner la jeunesse africaine. Merci cette beaucoup, intervention. monsieur. Alors en Merci. Belgique maintenant, on nous attend Jean. Jean, bonjour et bienvenue sur le plateau des Lignes Rouges. Bonjour, monsieur Pépin Bénin, merci de me donner la parole. Je voudrais saluer comme ça Didier Imkoar. Et voilà. Monsieur Pépin Bénin, par rapport à votre thématique, voilà. J'irai dans le même sens que l'appelant de l'Allemagne, oui, Patrick Conger, et Julie Dikonguer, alias Fouda Fouda. Voyez-vous, monsieur Pépin Bénin, nous sommes dans un pays. Moi, je voudrais seulement dire aux Africains, Afrique Média est une chaîne panafricaine. On a la chance qu'elle se trouve au Cameroun. Mais ici, je voudrais dire à Kofi de la Côte d'Ivoire qu'on parle ici de la politique. C'est vrai, contrairement à certains pays, il y a une certaine liberté d'expression au Cameroun, mais ce n'est pas la raison pour laquelle les gens doivent profiter de cela pour dire comme quoi que tout baigne au Cameroun. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu Didier Imkoar faire des sorties, il dit qu'il est activiste écologique, faire des sorties où il nettoyait les routes. Vous voyez un peu, pourquoi il ne l'a pas fait il y a 1 an? Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 6 mois? Tout simplement parce que les gens sont à la recherche du bétail électoral. Ils commencent à faire des petites activités et pour se retrouver au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais dire ceci. Monsieur Didier Imkoar, pouvez-vous nous dire, depuis que le Parlement existe, depuis les années 90, quelle loi, quel député a déjà pris une décision allant vraiment dans le sens du peuple camerounais? Ça dit, quand la crise même du Nouzou a commencé, à l'Ampépin Benambena, je n'ai vu aucun député se lever pour dire non, qu'il faut qu'on arrête cette mascarade, qu'on arrête cette tragédie. Alors, quand moi je suis Didier Imkoar parler de l'éducation politique, que les jeunes parfois ne sont pas éduqués et tout, mais moi je me pose la question, les années 60, les Oumniobe, les Wandier et les Moumier, M. Didier Imkoar, ils n'avaient pas 40 ans ces gens. Mais ils avaient une vision pour le Cameroun. Et cette indépendance qu'on a donnée au Cameroun, c'est même pas ceux-là qui combattaient vraiment l'impérialisme, c'est pas ceux-là qui ont gagné cette indépendance. On a donné l'indépendance aux marionnettes, ceux qui étaient alliés des colons. Et c'est ça qui nous traîne jusqu'aujourd'hui. Aucune prospérité au Cameroun. Monsieur Didier Imkoar, parlant d'éducation, vous dites que vous devez aller aux élections. C'est vrai, dans un pays où il n'y a pas de guerre, franchement, je peux comprendre qu'on aille aux élections législatives et municipales. Mais s'il faut aller aux élections dans ce contexte de guerre, d'insécurité, où même les élèves, les professeurs, les maîtres et tout ne sont plus en sécurité dans rien, mais vous voulez qu'on aille légitimer le même système? Vous dites que c'est l'après-Biya qu'il faut préparer. Je vous dis, le système qui est en place après Biya, ça sera Biya. Avec ce système, et vous voulez légitimer ça? Moi, je pense que les Camerounais ne devraient pas aller aux élections. Et dites-moi quoi, si vous voulez aller aux élections, allez vous représenter, allez aux élections dans le nord-ouest. Allez là où se trouve Phil Marshall, là-bas, allez dans le Lébialem. Pourquoi vous voulez aller aux élections rien qu'à Douala Yaoundé? Allez vous présenter votre candidature dans cette zone. Comme ça, on va comprendre que vous êtes au Cameroun. Je pense que les deux zones, le nord-ouest et le sud-ouest, font partie intégrante du territoire camerounais. Allez dans cette partie vous présenter.
Franchement, il faut qu'on arrête cette mascarade parce que les élections ne nous ont jamais rien amené avec ce système. Un code électoral taillé sur mesure, système taillé sur mesure, une assemblée nationale qui ne sert à rien. Mais il faut changer tout ça. Il faut changer tout ça. Merci Pépin Bena. Que Dieu bénisse le Cameroun, les Camerounaises et l'Afrique. Franchement, c'est déplorable. Hein? Merci. Merci à vous, Jean, depuis la Belgique. Restons au standard, forcément, avec Daniel, qui nous appelle depuis l'Angleterre. Daniel, bonjour et bienvenue sur le plateau des Lignes Rouges. Bonjour, monsieur Bena. Bonjour à votre invité. Je trouve plutôt regrettable des gens qui appellent. Je finis par la phrase du dernier appelant. Je trouve plutôt regrettable. Ils sont 3, Jean-Claude de la Belgique, monsieur Kwangen de l'Allemagne, il y a un autre aux États-Unis qui dit, j'ai oublié son nom, ça m'échappe ce matin, qui dit qu'il est du SDF, qui tous les jours appelle, quel que soit le sujet, ils vont toujours se rabattre sur le Cameroun, sur Paul Biya, a dit qu'ils en ont gros le cœur contre ce président. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi je trouve qu'il y a des avancées au Cameroun. Il y a des avancées. Et d'ailleurs, à tous ceux qui pensent que Biya est mauvais, je les envoie faire un tour en Côte d'Ivoire. Il faut parfois se dire des vérités. Ils n'ont qu'à voir à côté de nous ou un peu plus loin en Côte d'Ivoire ce qui se passe en ce moment. Et ils verront ce qu'on appelle dictature. Je pense que là-bas, on a tout ce qu'il faut pour une dictature. Il y a des avancées au Cameroun. On ne va pas dire que tout est bien, tout n'est pas bien, tout n'est pas rose, mais il y a des avancées. J'apprécie l'Ivoirien qui a appelé tout à l'heure et qui parlait de Paul Biya en ce sens que Afrique Média existe aujourd'hui à cause de M. Biya. Si nous allons aux élections, c'est pour que notre pays soit gouverné. Cameroun est gouverné. C'est vrai que dans le nord, l'ouest et le sud-ouest, il y a des problèmes. Mais les problèmes, c'est partout. Je ne suis pas d'accord, et Biya est d'ailleurs très gentil. Paul Biya est gentil. Pour moi, rien ne justifie que les gens se lèvent pour prendre des armes. Et des gens appellent pour soutenir. À un moment donné, c'était les États-Unis ont dit, Monsieur Nagui a fait ci. Depuis qu'il a dit au Cameroun, le Cameroun est un pays indivisible. Et que c'est la décentralisation qu'il fallait au Cameroun. Ils se sont tus, ils n'en parlent plus. Aujourd'hui, on en parle, tant peut parler des États-Unis, on dit, les États-Unis ont demandé, il faut arrêter ça. Si on n'aime pas Paul Biya, on n'aime pas Paul Biya. Le jour où votre champion sera là, il va faire ce qu'il veut. Pour le moment, nous aimons Biya parce qu'il nous donne la paix. Il se bat pour ce. Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui à un certain moment. Et à la fin, il est en train de se reprendre. Donnons-lui cette chance qu'avant qu'il ne parte, qu'on ait au moins la paix. Il faut lui la paix. Vous n'êtes pas d'accord avec lui, foutez-lui la paix. D'ailleurs, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Il y a des lois dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. Ces partis politiques et ces hommes politiques qui passent le temps à demander le boycott des élections doivent être traduits en justice. La loi a prévu ça. D'ailleurs, Limbi Lobe le rappelle. Lui qui maîtrise les textes. La loi prévoit ça. Il faut les arrêter. Il faut qu'on arrête de dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Merci, M. Bena. C'est ce que je voulais dire ce matin. Le Cameroun avance et il va avancer malgré tout. Merci à vous, Daniel. Le Cameroun avance et va avancer. Probablement. Restons au Cameroun cette fois-ci avec Jamal qui nous appelle depuis Yaoundé, au Cameroun. Bonjour mon cher frère, bonjour à mon frère Yimikwa, bonjour à tous les techniciens. Et je voulais m'aligner sur cet appelant qui vient d'appeler l'Ivoirien. Je vous assure, même en Asie, je vous le rappelle, je dis dans tout le monde entier, la seule chaîne qui dit la vérité, c'est Afrique Média. Je l'ai dit depuis des années.
sais même pas en quelle année, peut-être c'est 2012, peut-être je ne connais même pas, c'est la seule et l'unique. Et le président le plus fort du monde. C'est d'abord la création. Allah a créé Adam et Ève qui sont des noirs. C'est des noirs que découlent les blancs. Donc ça veut dire que le président le plus fort du monde, qui accepte qu'on blesse sa personnalité, c'est qu'un noir, c'est le président Paul Biya. Il n'y a aucune chaîne, que ce soit en Asie. Vous ne jetez un président comme ça, le lendemain, la chaîne là, elle est fermée. Le lendemain, on vous poursuit. Je vous dis, donc, si on va même jusqu'à la criminalité, jusqu'à vous exécuter, donc c'est pour ça qu'Afrique Média, c'est le cadeau que le président de la République nous a donné. Et nous devons combattre pour que cette liberté soit jusqu'à... Donc, il faut seulement que ce soit des patriotes ou des nationalistes qui viennent au pouvoir. Donc, de ce côté, je plaide déjà pour celui-ci, c'est Guy Zogo, qui est dans, je crois, c'est FM, qui disait certaines choses qui sont vraies, mais il a vraiment exagéré. Que le gouvernement, il demande pardon. Nous, parfois, quand on s'attaque à des personnalités, c'est pour les réveiller les esprits, qui ne suivent pas le chemin des Blancs. Même s'ils font comment, qu'ils investissent pour les frères noirs. Donc, je plaide pour lui, qu'on essaye, que le gouvernement essaye, qu'il lui dise, voilà, demande déjà pardon, quelles que soient ses erreurs, qu'on soit en harmonie entre nous, le noir, et qu'on combatte ceux qui refusent qu'on évolue. Ceux qui refusent, qui ne veulent pas, qui pensent qu'ils doivent s'enrichir seulement, et nous mettre les problèmes. Alors, cette campagne-là, c'est bien. Moi, je vais voter, j'ai ma carte d'élection, je vais voter. Oui, si le NF, le parti du président Banekani était à Yaoundé, je vais le voter. Donc, comme il n'est pas là, il est dans le G20, je veux que m'aligner sur quand j'irai voter, je verrai parmi le G20 ceux qui sont alliés à l'ODPC, et il faudrait maintenant que dans ma commune là, Yaoundé 5 là, que vraiment le nouveau mec que j'aurais voté là, qui fasse tout pour tout, que nous passe ne serait-ce que la route là, vous qui sommes en Kanda là, donc pendant en Kanda, derrière le laboratoire là, qui nous sort cette petite route là, même si c'est qui nous sort ces petits goudrons, parce que lorsque nous sommes bloqués au niveau de la descente de la mobile municipale, passant par l'ancienne mer, donc la mauvaise accidentée là qui sort directement vers la mosquée de Ngousso, cette route là, regardez, elle est un des grands problèmes, et elle est même à côté du stade omnisport. Donc moi je plaide pour le nouveau maire que j'irai voter là, qui nous passe notre route en Kanda pendant l'antenne là. Il essaie de nous passer, parce que lorsqu'on bloque l'axe là, tout se passe que par cette mauvaise route qu'ils refusé d'arranger. Donc vraiment qu'on pense à nous de ce côté. Et maintenant, sur l'UPC, le seul parti qui nous a déçus entre nous, notre parti, qu'on sait que c'est le parti des zéros, c'est les UPC. C'est-à-dire qu'ils confondent, ils ont jusqu'à quoi, si c'est Madeleine ou bien UPC quoi, ou vraiment. C'est une honte pour des Camerounais et pour des Noirs qui disent qu'ils font partie. Tous ces partis-là ne sont pas des zéros, hein, ne sont pas les zéros du Cameroun. Donc s'ils peuvent, l'UPC peut laisser cette affaire-là afin que d'autres personnes, ne peut pas que ce soit le parti du village, que c'est le même nom, qui bloquent un parti pour rien. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Donc ils essaient de sortir de là et organiser ce parti. Alors, l'UPC qui est actuel là, c'est une déception. C'est une véritable déception. Donc on n'a plus besoin d'entendre même cela. Il faut qu'ils s'organisent afin que les prochaines séances, qu'ils ne seraient qu'une seule UPC, qu'ils arrêtent les égos là. Et on ne peut qu'accuser le parti. On ne doit plus accuser le parti pour le ministre des Affaires territoriales pour dire qu'il est divisé. Le ministre des Affaires territoriales n'a rien dans ça. Avant lui, il y avait d'autres. Donc le problème se pose chez eux. Donc ils veulent transformer le parti comme si c'était un parti du village. Donc comme je suis de tel ennemi, ça veut dire que l'UPC c'est pour eux. Alors, cela c'est un problème. Que le G20 s'organise avec le DPC pour rester en harmonie afin que si demain le plan ne parte, que notre communication reste et qu'on se bat pour démanteler toutes les multinationales françaises, américaines, anglaises qui financent le terrorisme. Nous avons déjà un à la main qu'il faut donner une véritable leçon. C'est Bolloré. Il faut que le gouvernement récupère déjà notre rail. On peut signer des joint ventures avec des Chinois pour que nous ayons des rails modernes, même des trains au centre-ville.
On a beaucoup à faire et nous devons nous protéger. Bravo à notre armée, bravo à Paul Biya, bravo à notre armée, bravo à la population panafricaniste. Je peux les nommer, ils sont nombreux. Dans STVA, Daniel Kobo, on panafricaniste. Si je fais dans Vision 4, ils sont là. Le pauvre Onengini, ils sont nombreux. Ils sont beaucoup qui sont là. C'est eux même que je bloque. Même sur ce professeur là, il fait bien. Donc, on ne pourra pas rejeter les autres. Il faut ramener les autres à la raison. Il leur dit que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Comme nos frères qui sont en Allemagne et comme ça, moi je les comprends. Kongen et celui qui est en Belgique et comme ça. On les comprend, ils veulent des papiers. Mais quand on profite de ça pour qu'on ne les contrôle pas, nous devons les contrôler et les combattre. Kalabougad. Merci à vous pour cette intervention. On va comprendre un appel aux deux pour clôturer cette première vague à revenir sur ce plateau. Allons-y en Allemagne où nous attend Zeffel depuis quelques temps. Zeffel, bonjour et bienvenue sur le plateau. Donc, Denis Rouge. Ok, bonjour. Le journaliste Bella Bella, bonjour à votre invité, bonjour à tous les techniciens, bonjour à tous ceux qui sont standards, sans oublier le directeur d'Afrique Média. Voilà, moi je vais dire que bon, la politique, je ne vais pas parler des choses des élections, choses au Cameroun, mais je vais parler de la démocratie en Afrique. Parce que quand on parle de la démocratie, il n'y a pas de démocratie. On parle de la démocratie, il faut que ça soit pour tout le monde. Parce que si certains revendiquent quelque chose, comment dirais-je, la démocratie, c'est-à-dire qu'on veut que les choses soient bien claires pour qu'on aille aux élections, pourquoi ceux qui détiennent ces choses-là, pourquoi ils ne veulent pas écouter les autres? C'est la moindre des choses. Parce que celui qui est en face de toi, il dit que ce que tu as mis sur la table, ça ne m'arrange pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on demande des choses, on ne te demande pas de boire la mer? Tout simplement, on te demande de changer les conditions pour que nous puissions nous exprimer égal à égal. Alors, quand les gens demandent ça, et puis les gens, on ne peut pas être d'accord avec une seule personne. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent être d'accord avec le président Biya, et il y a d'autres qui ne veulent pas être d'accord parce que ça ne les arrange pas. Donc ne dis pas qu'il y a 3 personnes, celui des choses des États-Unis, du Canada, des choses de la Belgique, et ils ont leurs opinions. Parce que ce que le président Biya fait, ça ne leur plaît pas. Ils ont le droit au moins. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Donc ne dites pas que quand ils critiquent le président, c'est un président pour tous les Camerounais. Donc n'accusez pas les gens. Et quand vous dites que le président Biya, il a laissé au Cameroun, se trouve la télévision, je suis d'accord. Mais vous oubliez les 2 autres pays aussi. Il y a le Tchad et la Guinée équatoriale. Mais on parle d'eux. Pourquoi ils vont fermer? Celui qui veut la démocratie, il doit se taire et écouter les autres. C'est ça, on dit la vérité. Alors, moi, je pense que le jour que, nos dirigeants et nos politiciens, ils vont comprendre la douleur des opposants ou de ceux qui réclament la démocratie. Et quand ils vont accepter cela, il n'y aura plus de guerre en Afrique. Oh, c'est ça qui se passe en Europe. Pourquoi ne pas discuter avec ton frère? Tu vas discuter avec qui? Tu vas écouter qui? Parce que vous avez une poignée de personnes derrière votre dos qui vous conseillent, vous dites que si vous faites ça, ça ne va pas vous arranger, ça ne va pas nous arranger. Et puis vous blâmez les autres qui réclament du matin au soir. Non, il faut qu'on soit sérieux. Parce que, comment dirais-je, cela, ce que vous êtes en train de faire, ça ne va pas arranger l'Afrique. Ça ne va pas arranger l'Afrique. Parce que la démocratie, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas donné la définition de la démocratie. Chacun connaît. Donc, il faut qu'on s'asseye autour d'une table pour demander à l'autre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et lui va s'exprimer. Et les opposants et ceux qui sont au pouvoir, ils vont s'entendre. Et puis les gens vont avancer. Quand, comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand Alassane, il refuse, il veut passer en force, les gens disent non. Comment dirais-je, lui, il sait que, et pourquoi il a appelé les gens à discuter? Parce que ce qu'il est en train de faire, nous les Ivoiriens, on dit on n'est pas d'accord. Parce que vous ne pouvez pas donner des choses, comment dirais-je, une CI pour qui est de votre côté. Donc les Ivoiriens, ils sont opposés. Et il a appelé les gens à discuter. C'est ça la vérité.
Si les gens ils disent qu'ils ne vont pas aller aux élections, demandez pourquoi ils ne veulent pas aller aux élections. Il y a un problème. Voilà, c'est ça la vérité. C'est ça quand on parle, les enfants d'un même pays doivent s'entendre et faire quelque chose de mieux pour que le pays avance. C'est ça que moi, je pense que c'est la démocratie où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut et pas insulter l'individu. Cette intervention, on va dire, cette leçon de démocratie que vous avez donnée aux Africains tout à l'heure. Vous nous appelez depuis l'Allemagne. On va d'ailleurs fermer ce premier tour pour revenir sur ce plateau, forcément avec Didier Imkwa. Vous l'aurez constaté ce matin, il a répondu seul à notre appel, alors qu'ils étaient nombreux à être invités sur ce plateau. Didier Imkwa, on y allait et on entrait un peu sur les axes principaux de cette campagne électorale, notamment avec l'apport de cette jeunesse. On sait que les grands leaders politiques ont commencé très tôt la politique. Vous avez évoqué tout à l'heure le milieu estudiantin. On a vu également ces grands, on va dire ces grands nationalistes qui ont été tués par-ci et par-là, qui ont commencé très tôt cette politique. Comment concevoir maintenant qu'une jeunesse actuelle, celle d'ailleurs que les Camerounais voudraient souhaiter de vivre soit plutôt dans un laxisme total? Oui, avant de revenir au profit du jeune Camerounais aujourd'hui par rapport à la politique, Pépin, permets-moi d'abord de répondre aux gens qui font la campagne du boycott. Moi, je voudrais rappeler aux uns aux autres que ceux qui aujourd'hui trouvent de façon, je ne sais pas, de façon je sais pas comment je peux le dire, par enchantement, que il faut pas aller aux élections, souffrent de quelque chose du complexe messianique. Vraiment, permettez-moi d'être dur dans ce moment-là. C'est le complexe messianique. Parce que, voyez-vous, j'ai refusé de parler du professeur Kamto, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui est aujourd'hui l'entrepreneur principal du boycott. Vous savez, pour ceux qui ont lu le bréviaire du politicien, du cardinal Mazarin, dans ses différents règles, il parle de dissimulation, de simulation. Il dit ceci: celui qui se dédie finira par te tromper. Monsieur Kamto, le 30 octobre 2019, devant les femmes du MRC, à Odja, au siège de son parti, a tenu un langage élémentaire à ces femmes. Si nous n'allons pas aux élections, qu'est-ce qui va changer au Nozo? Si nous y allons, qu'est-ce qui va changer au Nozo? Préparez-vous à aller aux élections. Ça, c'est le professeur Kamto, président du MRC, qui aujourd'hui, comme un gourou, demande à un jour, quelques heures même de la clôture du dépôt des candidatures, que les gens boycottent les élections. Et que certains aujourd'hui en bouche parlent plus que lui. On a vu des candidats bien avant cela, bien avant l'appel au boycott du professeur Kamto. On a vu des hauts cadres de ce parti qui avaient même publié leurs posters sur les réseaux sociaux, annonçant déjà leur candidature à Yaoundé, à Douala, à Bafoussa, partout. D'où vient-il? À l'époque-là, ne saviez-il pas qu'il y avait une crise dans le nord et sud-ouest? Ne savait-il pas que l'extrême nord était en prise avec Boko Haram? Ne savait-il pas qu'à l'extrême, à l'est là, il y avait les incursions des anciens rebelles, Balaka et je ne sais pas quoi? Ne savait-il pas? D'où vient-il qu'aujourd'hui, il ne trouve pas enchantement qu'il ne faut pas aller aux élections parce qu'il y a la crise au nord-ouest? Hein? Il faut faire attention. Moi, je ne voulais pas parler de lui, mais oui, parce que j'ai été attaqué par certains de ces militants, voilà, oui, qui disent que nous on va aux élections. Il y a même un qui a dit qu'on m'a vu en train de ramasser les ordures. Je rappelle à ce monsieur, je le fais depuis, et c'est désintéressé. La preuve que je ne suis candidat à rien. C'est hier que on m'a nommé porte-parole du FSNC. Je ne sollicite pas le suffrage de quelqu'un. Moi, je suis même plus à l'aise comme acteur de la société civile. Voilà. Donc, moi, si je suis allé dans le champ politique, c'est tout simplement parce que je voulais que le discours écologique
prenne de l'envol. C'est pour ça que je suis rentré dans le champ politique. Et je voulais rappeler à ce monsieur que j'ai commencé quand j'étais au lycée dans le club d'amis de la nature. Ça fait plus de 35 ans aujourd'hui. Donc, pour qu'ils comprennent que mon engagement sur le plan écologique est désintéressé, monsieur. Moi, je vis tranquillement, je gagne ma vie normalement, je me plains pas, c'est pas la politique. On répond maintenant à la question, on va maintenant. Pour l'engagement jeune. Tout à fait. Pour l'engagement des jeunes. Pourquoi les jeunes aujourd'hui, malgré leur force, parce que lorsque vous regardez la technostructure ou bien la pyramide des âges au Cameroun, les jeunes sont majoritaires. Ils sont majoritaires, c'est quand même 60%. 18 et 25 ans, je crois. Ils sont presque à 70%. Tout à fait. Pourquoi eux, ils ne sont pas aujourd'hui leaders politiques? Les raisons sont multiples. Tout à l'heure, moi je l'ai dit, parce que l'histoire est pouvoir d'argument. Quand vous regardez l'histoire de Umnyobe Wanji, lorsqu'il défendait l'indépendance du Cameroun, la réunification des deux Cameroun, et puis l'élévation du niveau de vie, il n'avait pas 30 ans. Il n'avait pas 30 ans. Même en 90, j'ai parlé par exemple de ces jeunes-là qui ont sacrifié toute leur étude à l'université parce qu'ils voulaient un peu de liberté et du bien-être pour la jeunesse. On les connaît, le général Schwarzkopf qui était le leader parlementaire, Saint-Fautenkamp, il n'avait pas 30 ans, vous comprenez. Pourquoi aujourd'hui? Les raisons sont multiples. Je vais vous dire, ces jeunes sont eux-mêmes responsables de leur propre turpitude. Moi, je travaille je suis dans le volontariat, dans le bénévolat. Alors, mais ces jeunes estiment que le contexte ne leur permet pas d'aller de l'avant. Je vais vous prendre un cas très simple. Si vous organisez une campagne, par exemple, de salubrité, vous demandez aux jeunes de vous suivre, ils ne viendront pas. Ou bien ils vont vous poser des conditions. Nous, on veut de l'argent, nous, on veut ceci, cela. La dernière campagne de salubrité que nous avons organisée, c'était à Madagascar. Au marché Madagascar, qui est le deuxième plus grand marché de la ville de Douala après le marché Lagos. On a eu combien de jeunes? Pourtant, nous avons passé presque un mois sur les forats. On n'a pas eu de jeunes. Et ceux qui sont venus nous accompagner ont été payés. Or, ailleurs, c'est la culture du bénévolat, du volontariat qui participe à la transformation profonde des sociétés. Vous comprenez? Il y a ce désengagement-là. Les jeunes sont aujourd'hui, je suis malheureusement obligé de le dire, conditionnent même leur participation au meeting par la bière et le tricot, les t-shirts, et contre 2000 francs. Vous comprenez? Donc, est-ce que ce ne sont pas les leçons qu'on leur a appris? Qui leur a appris ça? C'est pour ça que, quelque part, je dis que c'est vrai, les hommes politiques ont manqué peut-être de l'audace. Parce que quand vous regardez, par exemple, les années 90, tous ces acteurs qui sont lancés dans la politique, ils avaient une seule raison fondamentale, remplacer le président Biya. Ils ne s'attaquaient même pas au système. Ils s'attaquaient beaucoup plus au régime. C'était un peu du haut-toit, je m'assieds. Les gens pensaient d'abord à leur propre bonheur. On a raté le coach en 1990. Ça, il faut dire la vérité, parce qu'on a ignoré un pas important de la culture, de la lutte politique. C'était quoi? C'était l'éducation. C'était ça la culture. Ce qui nous a manqué dans les années... c'est ça qui a fait la force d'un grand parti comme l'UPC dans les années 1940-1950. Moi j'ai le privilège, je discute même aujourd'hui avec certains hauts cadres de l'UPC, et quand vous les écoutez, ils avaient mis un point d'honneur. Moi j'ai même un livre sur l'UPC, ou même celui de Achille Mbembe, le marquis Cameroun de 1900, quelque chose comme ça là, où il expliquait comment il y avait toute une académie politique où on enseignait, on fabriquait des cadres politiques, où on enseignait la vision, la conviction, l'engagement politique. Mais aujourd'hui, tel n'est plus ça. Les gens aujourd'hui se lancent en politique tout simplement parce qu'ils veulent gagner de l'argent, ils veulent aller être maire, conseiller municipal ou député, rouler grosse carreaux. Ils ignorent l'éducation politique, ils ignorent la culture politique. Combien de partis politiques au Cameroun ont organisé des académies de culture politique? Il n'y en a pas assez. Hein? Il n'y en a pas assez. Donc moi, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Et je dis, ce n'est pas aux adultes de demander aux jeunes de s'engager en politique. C'est aux jeunes de prendre la responsabilité. Aux jeunes eux-mêmes. Quand vous voyez par exemple ce Mikeba aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, quelqu'un a parlé de l'Afrique de l'Ouest. Vous croyez que c'est les gens qui ont demandé aux jeunes de s'engager en politique? C'est les jeunes eux-mêmes qui à un moment donné ont refusé d'être des voyageurs clandestins. Les jeunes Camerounais, les jeunes au Cameroun sont des voyageurs clandestins. Ils attendent le changement des autres. Ils vous parlent de meetings. Vous croyez que c'est seulement dans les meetings qu'on peut parler du changement? On a aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux. On connaît l'influence des médias réticulaires en ce qui concerne l'engagement politique. Donc moi je pense qu'il faut que les jeunes aujourd'hui font leur introspection.
se pose un certain nombre de questions. Alors, pourquoi pour aller suivre un homme politique, aller dans un meeting, je dois conditionner mon départ ou bien mon engagement par un t-shirt ou bien par 2000 francs de taxi ou bien la sardine ou pas, je ne sais pas quoi. Alors c'est de la roubladise pour vous. Alors disiez-vous quoi, entrons un peu dans un contexte. On sait quand même qu'il y a plusieurs jeunes partis qui vont à ces élections, la plupart pour toute première fois. Des partis qui en majorité sont constitués par cette jeunesse d'âge-là. Alors est-ce qu'on a des fortes chances que la configuration politique puisse changer au soir du 9 février, au regard quand même de l'engouement qui se fait sentir par-ci et par-là? Vous savez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour cela que on prépare la liste, on fait le choix des candidats, la qualité des candidats, des ressources humaines, de la professionnalisation. On fait appel à tout un certain nombre de facteurs pour présenter un candidat face à la population. Maintenant, c'est le discours. Parce que la spécificité des élections locales, qui sont essentiellement contestataires et protestataires, bien que les candidats soient portés par des listes, mais c'est d'abord un homme face à la population. C'est ça les élections locales. C'est-à-dire vous connaissez celui qui vient vous demander votre voix. Vous vivez avec lui tous les jours. Vous le connaissez. Vous savez de quoi il est capable. Donc c'est un problème de discours. J'ai fait un post l'autre jour où j'ai échafaudé à peu près 3 scénarios qui peuvent se passer. Surtout au niveau des législatives. Parce que c'est à la représentation nationale que l'on va engager des réformes profondes qui risquent de changer la vie politique au Cameroun. Vous comprenez. Le premier scénario, c'est que le RDPC, avec ses forces, gagne les élections, la majorité absolue. Évidemment, c'est le continuum. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, c'est le président national du RDPC, M. Biya. Le pouvoir législatif, c'est le RDPC. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le RDPC. Donc, bon, ils vont continuer à implémenter, le gouvernement va implémenter. Le gouvernement, c'est encore le RDPC. Le gouvernement va implémenter la politique fixée par le président de la République qui est du RDPC. Mais il y a aussi un deuxième scénario qui est peut-être impensable, mais pas impossible. Que la majorité des électeurs ou bien même des militants du RDPT votent pour l'opposition et que même ceux-là qui aujourd'hui parlent du boycott votent pour l'opposition et que même certains, pas des incompétents, certains qui ont été peut-être non investis, mais contents du RDPC, parce que moi je reviens toujours sur le contexte de l'après-Biya. Il y a des gens qui pensent que le 36 ans c'est trop, que le président Biya peut-être a brûlé leur carrière politique, qui peuvent aussi trouver là l'occasion, parce qu'il y a une opposition dans le RDPC. Et c'est dans ce que vous pensez que la configuration peut changer. Peut aussi voter pour l'opposition. Et subitement, on se retrouve après les élections législatives de février 2009, on se retrouve qu'il y a une opposition qui a une majorité à l'Assemblée nationale. Et ça baisse repetita, c'est le cliché de mars 1999. Tout est possible. On sera là obligé de nous engager vers une cohabitation. C'est-à-dire, on a un chef d'État qui est du RDPC, on a l'Assemblée nationale qui est de l'opposition, le premier ministre de l'opposition sortira des rangs de l'opposition, et puis on est là face à une cohabitation. La réduction de... Même si on est dans un système présidentialiste fort, mais il y aura cohabitation, et puis le changement peut venir par là. Mais il y a aussi une autre configuration, mais qui n'a pas été prévue par le corps électoral. C'est qu'on peut se trouver là en face d'un bulletin nul, c'est-à-dire la majorité de suffrages exprimés soit peut-être un bulletin nul. C'est vrai que même dans ce cas-là, on peut être député même avec 1 sur 100%, mais sur le plan de la légitimité, ce serait presque un boycott, mais institutionnel, vous comprenez, légitime, vous comprenez, que les gens aient voté beaucoup plus le bulletin nul, mais ce serait là un message envoyé à ceux qui peuvent le décrypter. Donc tout peut arriver. C'est pour ça que les gens sont sur le terrain, vous comprenez. Bien qu'aujourd'hui, le boycott, peut-être ils ne savent pas
le premier scénario, le boycott aujourd'hui favorise le RDPC. Parce que si vous regardez la sociogénèse ou bien la sociologie, le comportement des électeurs, généralement, on ne gagne pas les élections avec ses propres électeurs. Vous comprenez? On gagne les élections avec les électeurs flippants, avec les électeurs volatiles, indécis. C'est eux qui vous font gagner facilement les électeurs. Or, le boycott a un impact sur ces gens-là, décourage ces gens-là. Ce qui fait que le RDPC qui a ses militants va faire le plein de ses militants et pourra assurer sa majorité sans problème. Donc, il faut le dire aussi que ceux qui aujourd'hui parlent du boycott favorisent beaucoup plus le RDPC. Alors, j'ai mis quoi, autant donner l'audit, autant mieux l'audit, compte tenu du contexte, qui fait d'ailleurs que cette décentralisation qui entre véritablement en musique donnera un peu plus de pouvoir aux collectivités culturelles décentralisées. Alors, est-ce que là, ça ne sera pas péché un peu d'aller, ça ne sera pas péché de dire non à une élection qui donne pourtant des chances de plus grande voiture? C'est ce que nous disons, vous comprenez, parce que le seul parti aujourd'hui, à 60%, hein, parce qu'il y a quand même une marge de 40%, nous sommes dans le champ politique, il faut éviter d'être péremptoire parce que tout peut arriver, mais à 60%, le boycott favorise le RDPC. Or, on sait très bien que il y a quand même une avancée lorsqu'on regarde le nouveau Code général des collectivités territoires décentralisées. Il y a quand même une avancée acceptable, importante. On dit bien qu'au moins 15% du budget seront affectés aux collectivités territoires décentralisées. Au moins 15%. On a dit au moins 15%, donc ça peut aller même à 20 à 30%. Ça veut dire que, Dieu soit là, les communes seront dotées quand même assez des fonds spéciaux pour subvenir aux besoins de leur population respective. Mais c'est une occasion en or, vous comprenez, c'est une occasion en or. Et même cela, parce que nous, on parle aujourd'hui, chez nous par exemple, nous disons que ce qui est important, c'est la mentalité. Donc il faudrait que parce qu'il y a eu jusqu'à un certain moment, peut-être le mot est fort, la fracture sociale. La fracture sociale, c'est-à-dire il y a un éloignement au quotidien entre les gouvernants et les gouvernés, mais il faut se rapprocher des gouvernés, il faut les rassurer, la solidarité, la confiance, parce que ce qui peut sauver les communes aujourd'hui, c'est le développement économique local. C'est ça, ce n'est pas faire la pression, c'est pas la pression fiscale, l'OTVP, je ne sais pas ça, c'est amener, c'est rassurer, parce que les Camerounais pépins ont beaucoup d'argent. Même la diaspora, qui sont prêts aujourd'hui, s'ils sont sûrs que leur rapport doit être bien géré, mais peuvent s'investir dans un certain nombre de projets pour le développement économique local. Pourquoi pas le transport urbain municipal? Pourquoi pas les logements sociaux? C'est à partir de là, ces taxes liées, par exemple les taxes foncières liées aux logements sociaux là, qui peuvent aujourd'hui donner beaucoup plus, comment dirais-je, c'est-à-dire améliorer les recettes municipales pour le bien-être des populations. Pourquoi pas, tout est possible. Donc pour nous allons beaucoup jouer sur la solidarité, sur la confiance, pour que les gens viennent s'investir, mettre leur argent dans la commune. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le développement économique local passe par la confiance, passe par la solidarité. Alors, on aura certainement tout à l'heure au téléphone Dieudonné Zamba. Il est président des sections RDPC, Union et SO Centre. Il est maire de la commune de Bamaï. D'ailleurs, il est d'ailleurs candidat à sa propre succession. Forcément, nous aurons des nouvelles là, sur le terrain parce qu'il faudra déjà y avoir quelques cloches, quelques sons de cloches vont donc retentir d'ici quelques heures pour marquer dans le début effectif de la campagne électorale dans les différents quartiers généraux. Nous comptons y avoir quand même un compte rendu du côté de Balmayo si la section de maire va permettre de nous accorder quelques minutes. Didier Yimkwa, on va quand même souligner les chances des uns et des autres maintenant. Nous voici donc finalement à la dernière ligne droite une campagne électorale de 14 jours forcément qui devrait remettre sur la scène des véritables forces politiques des uns et des autres. Alors, avez-vous quelques partis qui vont quand même déjà avec beaucoup de faveur des votes? Le RDPC d'autant plus qu'il est présent dans les 366 circonscriptions pour ce qui est des législatives et les 17 autres circonscriptions pour ce qui est des législatives. Le RDPC c'est presque 35 communes avec presque 17 députés. Ben, c'est pas sa faute.
Vous comprenez? Moi, je pense que ce serait un piège à con de continuer de tirer sur le RDPC. Le RDPC, c'est quand même l'UNC. C'est l'UNC, c'est un parti. Alors, laissons tomber le RDPC. Essayons donc de voir d'autres forces qui peuvent émerger quand même. Et il y a des partis qui émergent. Vous avez le PADEC du très célèbre ministre Momo qui peut également émerger. Vous avez certainement le PCNR de Capral Libi. Forcément, même le FSNC de M. Tiroma. Nous sommes convaincus, par exemple, que Putois, la commune de Putois, sera FSNC, avec notre vice-président qui est très très populaire dans cette commune. Son bilan est éloquent, le bilan du vice-président Yerima, son bilan est éloquent. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que le ministre Tiroma sera élu député. Il faut dire que la commune de Putois était jadis une commune gérée par l'UNDP. Voilà. Et il a juste démissionné, il peut basculer dans l'UNDP. Vous pouvez donc pas vous vanter à voir maintenant les voix. Qui a basculé dans le FSNC. Il faut chercher à savoir pourquoi il a basculé dans le FSNC. Et à Benououaz, je peux vous rassurer que le ministre Tiroma sera élu. Vous avez déjà une législative. Oui, je suis convaincu parce qu'il est très très populaire à Garoua. La première fois que je suis allé à Garoua, j'étais chez lui à Maroiré. Tout le monde était unanime que voilà le seul ministre qui déjeune avec tout le monde. Voilà le seul alors Didier Imkwa, avec l'aide de l'organisation, quelques parties, l'organisation va nous sortir un peu quelques photos de quelques parties, notamment d'ailleurs commençons par quelques partis. J'ai vu tout à l'heure le parti de Dieudonné, de Jean de Dieu Momo. Nous allons supplier l'organisation. Vous avez le PADEC, c'est quand même des jeunes partis, on va le dire ainsi, qui émergent. Quelles sont les chances de ce parti? Allons-y un peu comme ça, le PADEC, qui a quand même un ministre qui fait l'actualité ces derniers temps. Le ministre Momo est un entrepreneur politique assez populaire. Ça, il faut le dire, parce que... Populaire par ses actions entreprises, il est très présent. Parfois par ses agissements aussi. Oui, c'est un entrepreneur politique. Il faut faire attention, parce que si vous faites une analyse légère de ses activités sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas le comprendre, parce que le président Momo, il est aussi dans la distraction, il est aussi dans la manipulation. Et la manipulation, c'est une arme redoutable en politique. Il le fait très très bien. Et puis, il a des sorties assez courageuses. On peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je pense que ses déclarations ne manquent pas de substance. Il a le courage de dire des choses haut, des choses que nous pensons tout bas. Vous comprenez? Donc, c'est aussi ça, le caractère d'un homme politique courageux. C'est-à-dire, c'est d'être un homme de conviction, c'est d'assumer ses propos. Alors, il voulait dire que le PADEC a véritablement ses chances. Oui, je crois. Parce qu'avant qu'il ne soit ministre, il était déjà conseiller municipal. Donc, il avait ses 3 conseillers municipaux, je crois, à la commune de Douala 5e. Il n'est pas exclu. Et il vient maintenant par le biais de son épouse, qui est tête de liste, qui est une ancienne conseillère. Cécilia Momo, que nous souhaitons d'ailleurs beaucoup de chance. Et qui est une ancienne conseillère à vous, il faut le dire ainsi. Donc, elle a connu des rédactions d'Afrique Média. Il n'est pas exclu qu'il fasse de très bons performances, de très bons résultats, parce que la politique, c'est aussi les moyens. Aujourd'hui, il est ministre délégué de justice, donc il a assez de moyens. C'est ce que vous dites. Oui, mais il vous dira que son salaire ne lui permet pas de mettre le cadre. Non, c'est le même. Il a dit qu'il a 10 millions de francs. On sort du PADEC. On sort du PADEC un peu. On prend notre parti. Prenons le PCNR, par exemple, de Capral Libi. C'est quand même un jeune parti aussi qui monte en puissance, d'autant plus que son leader jeune, charismatique, est arrivé quand même 3e à l'élection présidentielle. Oui, c'est une élection présidentielle. Je regrette que pour quelqu'un qui a été 3e aux élections présidentielles, qui soit réduit aujourd'hui à faire une élection dans son village natal, dans l'Oignon Ikele. Vous savez, il tombe là dans le piège, évidemment tendu par le RDPC, parce que le RDPC a cette manie-là. Vous estimez qu'il tombe dans le piège tendu par le RDPC, alors qu'il arrive quand même 3e à une élection présidentielle. Oui, présidentielle, mais subitement... Mettant d'ailleurs à rue des preuves les partis traditionnels. Oui, maintenant, il est candidat où? La députation dans son village. Oui, bien sûr. En consacrant ainsi la fameuse... Mais M. Tiroma, lui, il est candidat où? Écoutez, il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Alors, quelles sont les chances de ce parti? Est-ce que il n'est pas exclu qu'il gagne quelque part, parce que
vous savez, les élections présidentielles, c'est les élections présidentielles, hein. C'est des voix compilées. C'est différent des élections locales. Parce que pour lui, par exemple, dans l'Union Ekele, moi je regrette, il aurait pu être candidat, pourquoi pas, à Yaoundé, parce que en gardant la posture d'un présidentiable, il est tombé dans le pied du RDPC. Évidemment, le RDPC a cela de vicieux, c'est-à-dire vouloir à tout prix confiner chaque parti dans son cocon tribal. Oui, le RDPC, c'est ça. Et puis, c'est un jeu politique et on ne peut pas lui en vouloir. Tant qu'il ça lui réussit, tant mieux. C'est pour ça que chaque fois qu'un parti veut sortir de son cocon tribal, le RDP le combat, hein. Et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, en le faisant, il a sacralisé la réflexion du professeur Gabriel, le village électoral. Alors, est-ce qu'il va gagner là-bas? Mais je pense que l'UPC n'est pas très content. Il y aura une véritable bataille. Il traîne un peu la patte. Il y aura une véritable bataille. Les deux confrontations. Il y aura une véritable bataille dans l'Union. Je crois que les confrontations des deux il y aura une véritable bataille parce qu'on lui en veut beaucoup. Moi, j'ai écouté beaucoup d'UPC qui disent qu'il est avec son parti venu tuer l'UPC dans le fief même de l'UPC dans l'Union Ekele. Alors, donc, il n'est pas exclu. Et puis, on a vu sur les réseaux sociaux. Je parle des choses que j'ai vues, c'est pas mon souhait. Le nom, les gens ont dit tout sauf Cabral Libi dans l'Union Ekele. Bon, c'est ce que je lis dans les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux combiner sur ce plateau? Disait quoi, soyons sérieux, s'il vous plaît. Je voudrais y aller. On a quand même les deux tendances du PC qui s'affrontent et sont même d'ailleurs ont même resté à ne pas pratiquer à cette élection. Malgré le rachat par la Cour constitutionnelle, on a quand même peur que l'UPC ne fasse pas un score lors de cette élection législative et municipale. Et du coup, vous avez plusieurs partis. Vous avez cité tout à l'heure le PCRN. Il y a autres petits partis qui, quand même, visent ce fief du nom Ekele et qui sont représentés par les dirigeants de cette localité. Est-ce que l'UPC ne signe pas là sa mort? On peut dire une mort prématurée d'un parti qui jusqu'ici ne parvient pas à retrouver ce marque de par des querelles internes. Mais la faute, c'est à qui? La faute, c'est à ceux-là qui utilisent le parti pour leur propre intérêt. Vous comprenez? C'est parce que l'UPC aujourd'hui est écartelé en plusieurs factions. Vous avez UPC Manidem, vous avez UPC Kodor, vous avez UPC Baleguel, vous avez UPC, le député là, comment il s'appelle? Vous avez parlé de Baleguel-Côte. Il y a Baleguel-Côte, vous avez l'UPC. Vous avez Bapoli-Port, vous avez l'UPC. C'est regrettable. Parce que ce que le pouvoir, parce qu'il faut dire la vérité, ce que le pouvoir a réussi à faire, je le disais aujourd'hui, contenir les partis dans leur cocon tribal, c'est d'avoir bassalisé l'UPC. C'est d'avoir démontré que l'UPC est l'affaire des Bassa. Pourtant, c'est faux. Ene Wanji n'était pas Bassa, Hubert Moukon, tout ça n'était pas des Bassa. C'était un parti national. On connaît l'aura qu'elle a eu et la présence qu'elle a eue sur le champ politique du Cameroun. Mais malheureusement, depuis 1990, les gens l'ont utilisé pour leurs propres intérêts. C'est un problème d'ego qui aujourd'hui est en train de tuer l'UPC. Mais je peux vous rassurer que l'UPC ne peut pas mourir. Vous comprenez? Moi, je suis mortelle. Il y a encore des gens, des parents aujourd'hui à l'Ouest qui croient à l'UPC. Et il ne faut pas aussi oublier que le SDM n'est qu'une excroissance de l'idéologie de l'UPC. Et qu'à tout moment, ce parti pourra revenir de la plus belle manière. L'UPC ne peut pas mourir. Bon, c'est des batailles d'hommes, c'est des batailles de personnes, c'est des batailles d'ego, c'est des batailles égoïstes, mais qui affaiblissent aujourd'hui ce grand parti-là. Mais c'est un parti qui a une âme et à tout moment, elle pourra réjaillir. Alors, on va demander à la réalisation d'ouvrir cette dernière vague des appels et forcément de nous retrouver Dieudonné Zamban, le maire de la commune de Malmayo, pour cette première frappe d'une campagne électorale qui va donc débuter dans quelques heures seulement. On vous le rappelle, un peu plus de 35 partis politiques qui vont donc s'affronter, notamment pour ces élections municipales. Ils sont pratiquement un peu plus de 660 listes enregistrées par Élection Cameroun qui vont donc compétir dans les 360 communes qui existent déjà au Cameroun. Il faut également dire que les 17 circonscriptions électorales pour les législatives vont certainement voir compétir un peu plus de 235 listes. Ça sera donc une élection, il faut arracher
Et du coup, on voudrait redouter notamment la violence qui peut... Ok, on nous rappelle que nous avons certainement Dieudonné Zamba qui est à la tête. Monsieur le maire, président de la section Nyon et Sceaux Centre. Bonjour et merci de nous retrouver sur ces antennes d'Afrique Média. Ok, forcément, il est reparti. Nous allons revenir fort probable. Ok, il est bel et bien là. Monsieur le maire, bonjour et bienvenue donc sur ce plateau d'Afrique Média. Alors, Dieudonné Zamba qui nous suit donc en ce moment précis. Monsieur le maire, donnez-nous déjà l'état d'esprit qui habite en ce moment les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui vont d'ailleurs s'offrir un tout premier meeting départemental tout à l'heure dans l'Union ESO, dont vous êtes d'ailleurs le président de section Union ESO Centre. Quel est donc l'état d'esprit qui forcément anime vos militants en ce moment? Oui, disons que le parti est organisé et nous allons ouvrir par un grand meeting cet après-midi à partir de 14h à la maison du parti. L'ouverture de la campagne au niveau départemental qui sera certainement présidé par le professeur Amougou Armaté, le président départemental chargé de la campagne pour le RDPC dans l'Union ESO. Tous nos militants sont attendus. Je crois que ce sera un grand moment de communion et de partage pour les militants et les responsables qui ont été désignés par la hiérarchie du parti. Alors, maintenant, on sait quand même que vous êtes dans une zone cosmopolite. Mbalmayo, l'arrondissement d'ailleurs de Mbalmayo est assez cosmopolite de par ses populations et ses communautés qui viennent de partout. Le RDPC ne sera-t-il pas mis en difficulté dans cette zone, d'autant plus on sait quand même qu'il y a une forte opposition qui de temps en temps tente quand même de menacer les suffrages? Vous savez, Mbalmayo a toujours été une ville d'accueil, une ville ouverte, et nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec tous nos frères des autres régions qui sont venus habiter avec nous en Mbalmayo. Dans l'ensemble, il n'y a pas un sujet spécifique dans le cadre du militantisme. Vous savez, le militantisme dans le RDPC n'a pas de couleur. Ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question d'appartenance à une ethnie. Et le vivre ensemble est tout à fait partagé ici au niveau de la ville de Mbalmayo. Je crois donc compte tenu de tout ce passé culturel, traditionnel et ce passé du vivre ensemble que nous partageons depuis des décennies, il n'y a aucun problème pour que la campagne se déroule dans de très bonnes conditions dans notre circonscription. Alors, vous parlez d'une campagne qui devrait se dérouler dans de très bonnes conditions dans votre circonscription électorale, mais qu'en est-il également d'une opposition qui pourra également bousculer le terrain, monsieur le maire? Comment entendez-vous donc y aller pour inverser la tendance? Vous savez, c'est pas une campagne personnelle, c'est une campagne de proximité d'abord, c'est une campagne pour le parti, pour les listes du parti. Il n'y a pas d'égo là-dessus et les instructions au niveau du parti seront scrupuleusement respectées là-dessus. Je crois donc par solidarité avec tous les militants, vous savez, quand on reste toujours à côté des militants, on sait ce qu'ils veulent, ce qu'ils partagent. Vous partagez les mêmes souffrances, vous partagez les mêmes joies. Et nous n'avons spécifiquement pas de problème à nous poser à ce niveau-là. Je crois que les mêmes choses, les mêmes directives, d'ailleurs le bilan en lui-même de notre parti est assez élogieux là-dessus. Donc je ne me fais aucun doute que nos militants
qui sont toujours avec nous sauront partager avec nous la victoire du RDPC au soir du 9 février. Alors, vous permettez une autre question, forcément pour vous laisser prendre de l'espace. Monsieur le maire, vous êtes également candidat à votre propre succession à la mairie de Mbalmayo. Est-ce que vous êtes totalement dans l'entière conviction que les électeurs pas encore. vous redonner un autre mandat, suis candidat dans une s'agit quand même là pour être conseiller municipal à la commune de Mbalmayo, pour l'instant. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, monsieur le maire, forcément, je parlais d'une question. Vous êtes bel et bien candidat pour cette élection municipale, comme étant conseiller municipal à la mairie de Mbalmayo. Vous êtes candidat comme étant conseiller, on va le dire ainsi. Mais aussi, est-ce que vous n'avez pas une certaine inquiétude compte tenu d'une réplique d'une opposition d'ailleurs qui voudrait apporter un peu de la réplique, notamment dans cette commune de Mbalmayo? N'avez-vous pas d'inquiétude que le RDPC peut être inquiété? Bon, de toutes les façons, je vous l'ai dit que le bilan du RDPC au niveau non seulement de la commune de Mbalmayo, mais du département d'Union Esso est largement positif. Nos adversaires pourront nous donner leurs arguments. Mais je crois que le terrain parle de lui-même. Il n'est pas question aujourd'hui de faire de gros discours. Il est question pour nos communes, pour ceux qui rappliquent au compte du RDPC, d'avoir un bilan, et le RDPC a ce bilan-là. Nous ne parlons pas des personnes, nous parlons du RDPC, nous parlons de notre parti, nous parlons de ce que le parti a fait dans son ensemble. Je crois donc que, bien que n'ayant pas en face une liste d'opposition, nous avons, comme vous l'avez pu le remarquer à travers les médias, des partis qui prônent le boycott. Il n'y aura pas de boycott en Mbalmayo, il n'y aura pas de boycott dans l'Union Esso. Parce que nous avons des militants sérieux, nous avons des populations qui tiennent à leur parole. Et quand ils ont donné déjà leur parole, ils vont au soir du 9 février donner, pourquoi pas 100% au RDPC, aux listes du RDPC. Merci à vous, monsieur le maire. Dieudonné Zamban, il faut le rappeler, est également président des sections Nyon et Centre. Il est candidat pour cette mairie de Mbalmayo. Il postule d'ailleurs en tant que conseiller municipal. Merci à vous, monsieur le maire. Merci à vous, monsieur le président maire. Bon, on verra après. On n'est pas candidat pour être maire. Je crois que nos téléspectateurs et nos auditeurs doivent bien comprendre cela. À ce niveau, tout le monde est candidat d'abord pour être conseiller municipal. Point. Le deuxième niveau arrivera, ceux qui vont avoir cette ambition d'être maire ou de faire partie des exécutifs communaux, le parti, nous devrons aussi nous attendre à nous conformer aux instructions, aux directives du parti. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-ci. Moi, en tant que personne, je ne me projette pas encore là-dessus. Je me projette en tant que militant d'un parti, candidat pour être conseiller municipal, voilà, et faire gagner la liste des conseillers municipaux de Mbalmayo et non seulement des conseillers municipaux, mais de tous des candidats aux législatives au niveau de la commune, au niveau du département d'Union Esso. Nous vous souhaitons donc bon vent, monsieur le candidat au conseil municipal de la commune de Mbalmayo. Bon vent et surtout à bientôt. Conseil municipal de la ville de Mbalmayo. Merci. Alors, Didier Mkwa, on a pris quand même quelques échos, quelques informations nous venant de Mbalmayo avec
le premier magistrat de la ville de Bamako, le maire de la commune de Bamako, qui est également présent à la section Nyon et Centre, candidat d'ailleurs au conseil municipal de Bamako. Il donnait quand même le pôle de comment la campagne va se dérouler de ce côté-là. Alors, on est certainement... Je te rappelle, Pépin, j'étais à Bamako. Ce monsieur que je ne connais pas physiquement, j'ai fait le tour de la ville. Il a un bilan très très éloquent. Pour ce qui me concerne, la lutte contre les déchets plastiques non biodégradables de moins de 60 microns d'épaisseur, je vous jure, j'étais en Bamako pour un séminaire organisé par l'OFEM, le Fonds de l'Environnement Mondial. Nous avons fait un tour au marché. C'est les vendeuses de safou, c'est-à-dire les prunes et les plantains, qui sont mis, ces dames, à nous sensibiliser sur la non-utilisation de ce déchet dangereux. Et j'ai vu là la touche de la commune de Bamako. J'ai fait un tour à l'étang. Il y a les étangs municipaux. Une merveille d'écotourisme en pleine ville. Je vous assure que pour battre ce maire-là actuellement, il faudra avoir des arguments très 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 solides. Alors nous allons donc certainement aller vers cette dernière ligne droite. On va donc évaluer forcément les chances des uns et des autres. La campagne sera donc lancée tout à l'heure. Alors Didier Yimpoua, qu'est-ce qu'il faut redouter tout au long de cette campagne qui va s'ouvrir tout à l'heure? Il n'y a rien à redouter. Les Camerounais sont connus d'office des très très grands pacifistes. C'est vrai que le scénario de la présidentielle, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, ne risque pas de se reproduire? Écoutez, il y aura des élections dans le nord et le sud-ouest. Ce qui peut peut-être déranger, c'est le taux de participation. Mais vous ne faites pas confiance au discours du chef de l'État? Je crois que ça parle encore une certaine légitimité. C'est le président de la République, il ne faut pas l'oublier. Il est le chef suprême des armées. Il est celui-là qui a de très très bonnes informations, qui maîtrise son tableau de bord. Et évidemment, il a dit il y aura les élections là-bas et puis il y a toutes les dispositions en matière de sécurité qui ont été prises. Et il a demandé à tous ses compatriotes de ce côté-là de ne pas avoir peur d'aller aux élections. Bon, ceux qui voudraient comprendre le langage de la force trouveront la force publique sur leur chemin. Mais ce n'est pas notre vœu, c'est pas un souhait. Nous pensons au changement par des urnes. Vous savez, il y a deux voies pour le changement. Le changement peut être insurrectionnel, le changement peut être institutionnel, mais nous pensons beaucoup plus au changement institutionnel. Il faut dire que le système des Nations Unies, l'ONU, est bel et bien la communauté économique des États de l'Afrique centrale, met d'ailleurs en garde toute personne qui essaiera d'empêcher les électeurs d'aller voter ce 9 février prochain, encore mieux. Tous ces gens qui essaieront d'empêcher une campagne électorale de se dérouler dans les meilleures conditions. Il faut dire que la communauté internationale est d'ailleurs d'avis pour ces élections qui pourront repenser, si ce n'est changer la carte politique du Cameroun. 180 députés sont donc attendus. Et surtout le renouvellement du personnel politique. 180 députés sont donc attendus au soir du 9 février 2009, 2020, je dirais 360 maires également au terme des élections âpres et arrachées. C'est par donc ce coup que nous allons forcément sortir de cette édition de ce jour. Vous l'aurez constaté, nous avons voulu apporter un équilibre probable sur ce plateau en invitant les partis politiques traditionnels. Certains ont d'ailleurs donné leur accord jusqu'à ce matin. Mais vous voyez, ils n'ont pas répondu à notre appel. C'était pour le souci d'équilibrer l'information. Vous l'aurez compris. Donc, nous avons pu faire avec ce qui était sous notre main. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre confiance. Didier Yimpoua, on va tout simplement vous dire merci pour votre expertise ce matin et bonne chance pour votre parti. Merci Pépin. Chers compatriotes, allez aux élections, tous au scrutin, au double scrutin de février 2009. N'ayez pas peur, le Cameroun est debout. Et que la campagne s'ouvre vivement sous le regard presque impuissant de quelques malséants, on va le dire ainsi,
Bonne journée et à bientôt. Afrique! Canada Indépendance.